Alors je suis ravie de me retrouver à l'espace culturel du Leclerc de Sormiou, où nous avons été accueillis toute la journée avec un certain nombre de mes auteurs, très chaleureusement par toute l'équipe et par Sandrine en particulier. Donc je commence par remercier Sandrine pour son accueil et sa disponibilité, et puis bien évidemment l'association Unisson, sans laquelle il ne se passerait plus rien de nos jours sur le plan culturel. Florian, Alice, Dominique, un grand merci à vous pour l'organisation de ce moment et de tant d'autres passés et à venir. Je salue évidemment également Séraphine, Thalie, Isabelle, Valérie, qui sont à mes côtés aujourd'hui, qui sont 4 de mes auteurs, de mes rédactivettes comme on les appelle, et qui m'ont fait l'honneur de m'accompagner aujourd'hui pour vous présenter la maison d'édition. Alors je ne sais pas trop par quel bout commencer. Qu'aimeriez-vous que je vous raconte, cher public? Comment est née Rédactive? Comment est née Rédactive? Alors je pense que Rédactive est en gestation depuis aussi longtemps que je suis sur cette terre en réalité. Mais en gestation silencieuse. Et puis il y a 6 ou 7 ans maintenant, j'ai monté un cabinet d'écrivains publics dans lequel j'ai été mandatée pour écrire le témoignage d'une maman qui avait perdu son enfant dans des circonstances assez dramatiques et qui m'a donc demandé de rédiger son histoire et qui a ensuite souhaité publier ce livre. Et ne sachant pas comment faire, elle m'a dit un petit peu comme une blague à un moment donné, mais pourquoi tu ne te lances pas dans l'édition et pourquoi tu ne publies pas toi-même? Et c'est là où le projet qui était en gestation depuis toujours silencieusement est né réellement. Et donc je me suis jetée à l'eau, mais alors un peu sur un coup de tête. J'étais un virage professionnel à ce moment-là, donc je l'ai pris et j'ai lancé Rédactive Édition. Voilà, donc je dois aujourd'hui quand même la naissance de cette aventure compliquée mais passionnante à cette jeune fille qui a disparu dans des circonstances dramatiques, mais sans laquelle nous ne serions pas là, mes auteurs et moi, aujourd'hui. Voilà pour la naissance de Rédactive. Et donc, alors, du coup, je vous raconte un petit peu la suite, hein, j'en profite. Parce que ça me fait plaisir. Donc par la suite, je me suis dit, je vais continuer à publier des auteurs qui ont besoin d'un accompagnement à l'écriture. Comme ça me permettait de mêler mon côté... Géniette? Non. Mon côté écrivain public et mon côté éditeur. Et du coup, j'ai rencontré Dragan Jovanovic, donc, qui a publié 3 ouvrages chez Rédactive, qui est un monsieur serbe de nationalité et de langue, donc qui est un conteur assez extraordinaire, qui s'exprime extrêmement bien à l'oral, mais qui maîtrisait beaucoup moins la langue française à l'écrit, donc qui m'a demandé de l'aider à écrire notamment le premier qui s'appelle No Man's Land 1, que je n'ai évidemment pas amené sur la table, et qui est mes petites rédactives vont me chercher de ce pas. Et qui était donc l'histoire Alors ce monsieur donc vivait en ex-Yougoslavie dans les années 50. Il a été mêlé, bien malgré lui, dans une histoire. Je ne rentre pas dans les détails de cette histoire, vous la découvrirez en lisant le livre. Mais c'était une histoire qui touchait de près Tito en personne. Du coup, sa vie s'est retrouvée menacée. Merci Séraphine. Je reviendrai sur celui-ci après. Voilà, ça c'est le No Man's Land 1. Donc sa vie s'est trouvée menacée, donc il s'est enfui clandestinement de Yougoslavie. Il est passé en Autriche, il s'est fait attraper à la frontière, il a été emprisonné, il s'est enfui à nouveau, il est arrivé en Allemagne. Enfin, de périple en périple, il a fini par arriver en France où il vit depuis 50 ans et où il a eu une vie très belle et assez extraordinaire. Voilà, mais c'était ce témoignage, ce No Man's Land, cet homme qui a eu du mal à se sentir accepté quelque part, c'est quand même un thème qui est toujours vraiment d'actualité. Ce déracinement, ces problèmes d'immigration et
c'est quelqu'un qui est assez affligé quand il voit l'état de la France aujourd'hui, alors que pour lui c'est un pays, c'est son pays d'accueil, c'est le plus beau pays au monde pour tout un tas de raisons. Et je sais qu'il a vraiment mal au cœur de voir ce qu'on en fait. Et quand je dis on, j'englobe à peu près tout le monde. Voilà, et ça donc c'est la couverture de le visage de la petite Julia, qui est donc la jeune fille qui a donné naissance aux éditions Rédactives. Donc il y a eu Dragan, et puis petit à petit, alors renommé c'est un bien grand mot, mais le bouche à oreille fonctionnant, j'ai commencé à être contactée par des auteurs qui n'avaient pas particulièrement besoin d'accompagnement, voire pas du tout, et c'est devenu une maison d'édition classique sur le plan du format. Donc aujourd'hui il y a 5 collections chez Rédactive, une collection de romans qu'on va appeler littérature blanche, même si j'aime pas du tout ce terme parce que je le trouve dépréciatif. Alors je l'oppose à littérature noire qui est suspense. Tout le reste c'est de la littérature blanche. Une collection de romances contemporaines, une collection de témoignages, une collection de développement personnel et une collection suspense, donc littérature noire. Polar. Alors, il se trouve que les trois, bientôt 4 romans à suspense que j'ai aujourd'hui, je les appelle vraiment suspense et pas polar, parce que dans aucun d'eux il n'y a de policiers. Ce sont les protagonistes qui mènent l'enquête, mais ce ne sont jamais des policiers. C'est la différence que j'établis entre les deux. Voilà, donc voilà comment Rédactive est devenue une maison d'édition plus généraliste et avec des auteurs qui ne nécessitaient plus aucun accompagnement autre que la correction classique, évidemment, que n'importe quel éditeur propose parmi ses prestations. Voilà. Alors, la question de Dominique est comment je choisis mes auteurs. Alors, c'est compliqué parce que je ne suis pas censée choisir des auteurs, je suis censée choisir des textes. Donc, on va dire que la première chose, c'est de choisir un texte. Je pense que, en ma qualité d'éditrice et peut-être plus de lectrice, je perçois un certain nombre de choses à travers les textes qu'on me propose. Je perçois un certain nombre d'éléments de la personnalité de la personne de l'auteur en fait, qui me soumet son texte. Je pense que j'arrive à percevoir ça même quand l'auteur prétend avoir fait quelque chose qui est purement fictif. Parce que je suis intimement convaincue que dans la moindre production écrite ou artistique de manière générale qu'on puisse faire, c'est quelque chose qu'on fait avec ses tripes et il y a beaucoup de nous. Et du coup, généralement, quand je décide de publier un texte, dans un second temps, je rencontre l'auteur. Et la plupart du temps, il se trouve que sur le plan humain, l'auteur en question est quelqu'un qui me correspond, quelqu'un qui partage mes valeurs. Et de ce fait, effectivement, je pense que je choisis autant un auteur qu'un texte. Mais je choisis un auteur sans forcément l'avoir rencontré. Je choisis un auteur à travers ce que j'ai ressenti dans son ouvrage. Et effectivement, alors peut-être que c'est pas professionnel ou politiquement correct de dire ça, mais je pense qu'aujourd'hui, si j'étais extrêmement séduite par un texte et que étonnamment, paradoxalement, l'auteur ne me plaise absolument pas sur le plan humain, je pense que je serais capable de faire l'impasse sur le texte. Parce que c'est une toute petite maison d'édition qui fonctionne énormément à la solidarité. Sans mes auteurs aujourd'hui, je pense que je suis certaine que l'aventure aura été terminée depuis 1 an, c'est sûr, peut-être plus. Et du coup, c'est essentiel pour moi d'être entourée de gens qui adhèrent aux valeurs que je veux dégager, des gens qui me soutiennent, qui partagent cette passion d'entreprendre, mais pas au sens business, au sens faire croître un projet, faire croître un rêve. Voilà, j'ai besoin d'être très bien entourée et je choisis mon entourage, effectivement. De la même manière, alors ça m'est arrivé une fois, et je ne dirai pas de qui il s'agit, il m'est arrivé de tomber sur un texte que je jugeais inabouti,
mais auquel je croyais, alors on va dire pour des raisons plutôt commerciales, et parce que j'ai été tellement séduite par l'auteur, que je me suis dit on va approfondir, on va faire quelque chose de ce texte. Et là, pour le coup, oui, j'ai vraiment choisi l'auteur avant le texte. Aujourd'hui, le texte dont je parle, c'est une des meilleures ventes, donc je pense que je ne me suis pas trompée. Voilà, donc pour résumer, je choisis des textes et pas des auteurs, mais il se trouve que tout le temps, enfin dans 99% des cas, le texte est en adéquation avec ce que j'imaginais de l'auteur et qui se révèle être la vérité. À ton avis, Ne vous battez pas, je vous en prie, il y en aura pour tout le monde. Comment est né le nom rédactive? Alors, le nom rédactive. La question est comment est né le nom rédactive. Rédactive, c'est... Alors en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, j'étais écrivain public au départ. Donc écrivain public, je faisais différentes missions à l'intérieur de cette structure, qui s'appelait Proscriptum d'ailleurs au départ. Donc je faisais effectivement de l'accompagnement à l'écriture et de l'écriture de biographie, mais je faisais également des missions de rédaction de débat. Donc toutes mes activités en fait tournaient autour de la rédaction. Donc c'est pour ça que rédaction, c'est devenu rédactive, déjà parce qu'en termes de sonorité, ça se ressemble, parce qu'il y avait Red, qui est une couleur, le rouge que j'aime beaucoup et qui est dynamique et qui, je pense, correspond à une part de ma personnalité. Il y avait le mot active, qui me correspond bien aussi, parce que j'ai un côté un peu hyperactif. Donc rédactive, du coup, c'était parfait par rapport aux prestations que je délivrais à ce moment-là. Et puis je m'y suis attachée. Du coup, quand la maison d'édition est née un peu comme ça, il a fallu monter une structure très rapidement. Et du coup, j'ai juste collé édition derrière rédactive. Et c'est devenu rédactive édition. Voilà. Mais avec plaisir, monsieur Alain. Monsieur le Président, pardon. Monsieur le Président, avec un P majuscule. Et un M majuscule à monsieur. Oui, Dominique. à ton avis, qu'est-ce qui fait la différence entre une maison indépendante comme la tienne et les grands groupes? Qu'est-ce qui manque et Alors la question de... Oui. La question de Dominique est quelle est la différence entre une petite maison d'édition comme la mienne et une grande maison d'édition en termes de logistique? Qu'est-ce qui fait en gros qu'on qu'on ait une petite mais qu'on peut éventuellement... Voilà. Que tu rencontres toi en tant que... Oui. Alors, pour moi, la différence essentielle sur le plan pratique entre une petite maison d'édition et une grande maison d'édition, c'est la diffusion et la distribution. C'est-à-dire que les livres qui sont vendus par les grosses maisons d'édition travaillent en partenariat avec des structures qu'elles rémunèrent relativement grassement, mais qui sont nécessaires, qui envoient des commerciaux dans toutes les librairies de France avec l'intégralité du catalogue pour présenter les livres. Donc il y a un énorme travail commercial, il y a un énorme travail de communication. Donc les librairies disent « Ah bah oui, celui-ci, ça me plaît, je vais en prendre 10, etc. » Et ensuite, il y a une structure de distribution qui prend le relais et qui va acheminer les livres dans toutes les structures. C'est ce qui fait qu'on arrive à avoir un réseau, c'est ce qui fait qu'on arrive à être vendu en librairie. C'est un acteur essentiel pour un éditeur. Mais c'est un acteur qui coûte extrêmement cher. De ce fait, la plupart des petites maisons d'édition, moi je suis dans les toutes petites, n'ont pas les reins suffisamment solides sur le plan financier pour financer les services d'un diffuseur et d'un distributeur. Le travail éditorial, à mon sens, est exactement le même. C'est-à-dire qu'on fait le même travail de sélection, qu'on met, j'imagine, tous notre cœur de la même manière pour mettre en valeur le texte, pour réaliser une couverture qui plaise à l'auteur, qui plaise au libraire, des ouvrages vendeurs, des ouvrages prometteurs. On fait, je pense, tous les mêmes efforts de communication, de présence dans tous les points de vente, sur tous les salons où on peut. Sauf qu'on n'a pas la même chance au départ parce qu'on n'a pas les mêmes finances. Donc voilà, pour moi c'est le même travail, mais pas à la même échelle parce qu'on n'a pas les mêmes moyens. Et c'est très difficile effectivement de passer d'un cap à l'autre sans un apport financier considérable.
Et du coup, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que tant qu'on n'a pas l'apport financier, on ne peut pas lancer les livres, mais si on ne lance pas de livres, on ne rentre pas d'argent par les ventes. C'est un peu la problématique dans laquelle je me trouve aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que je suis à la limite de franchir un cap, mais pour l'instant, c'est toujours bloqué. C'est toujours bloqué à cause de ça. Aujourd'hui, non, Et puis, alors, une des difficultés auxquelles je me heurte aujourd'hui, c'est que j'ai basé une partie de mon projet éditorial sur le prix, c'est-à-dire que je ne voulais absolument pas proposer de livres au-delà de 10 euros, dans l'idée que je voulais que la lecture reste accessible à tout le monde, y compris les gens qui ont peu de moyens. Et ça avait vraiment été mon cheval de bataille. Sauf qu'en termes de rentabilité, c'est un très mauvais modèle économique et que c'est un modèle économique qui n'intéresse pas les diffuseurs. Donc aujourd'hui, c'est soit je me mets à proposer des livres à 20 euros et je serai diffusée, c'est une quasi-certitude, mais je renonce à cette éthique qui est très importante pour moi. Soit je continue à proposer du livre de poche à moins de 10 euros, mais je ne ferai pas décoller mes auteurs. Et là, c'est un vrai cas de conscience, parce que j'ai pas des auteurs juste pour me faire plaisir et me dire ils sont chouettes mes auteurs. J'ai des auteurs parce que ils sont essentiels pour le paysage culturel, pour faire avancer le monde, pour aider les gens, pour leur apporter du rêve et que sais-je. Voilà, ça peut pas être un produit qui reste confidentiel. Donc voilà, l'écueil aujourd'hui, et bon, je pense effectivement que je suis pas la seule à traverser ça. Merci pour cette question délicate mais très pertinente, parce que c'est une problématique fondamentale dans ce métier. Et du coup, ça me permet d'enchaîner, parce que j'avais dit à certaines personnes que j'en parlerais. Souvent les gens me demandent quel est l'intérêt de passer dans une maison d'édition comme Rédactive ou de rester auto-édité. Et je comprends que la question se pose. Clairement, je pense qu'il vaut mieux une bonne auto-édition qu'une mauvaise édition. Moi aujourd'hui, dans la position dans laquelle je suis, mes auteurs sont mes meilleurs vendeurs. Donc, effectivement, aujourd'hui, je pense que très sincèrement, la plupart d'entre eux, voire la totalité, vendraient autant de bouquins s'ils étaient auto-édités que s'ils étaient chez Rédactive. Alors, au-delà de la facilité d'avoir la maquette qui est faite. Alors il y a une technicité effectivement que j'apporte aujourd'hui. Pour le reste, sur le modèle commercial, je ne suis pas sûre que je leur apporte ce que doit apporter une maison d'édition. Donc voilà, moi tout ce que je peux... Alors oui, ta passion de ce que tu fais. Oui, mais alors du coup... Oui, je pense qu'effectivement l'avantage chez moi, mais c'est peut-être, sans doute même le cas chez d'autres, c'est la cohésion qu'il y a entre nous, c'est la solidarité, c'est le partage, c'est qu'effectivement, au lieu de vivre chacun sa petite aventure tout seul dans son coin, on la vit tous ensemble. Et ça, effectivement, ça n'a pas de prix. Mais il y a un moment où il faut que tout le monde puisse en vivre de cette aventure. Ou alors je me mets en association et on dit qu'on fait de l'humanitaire, ce qui est possible aussi. Mais en tout cas, économiquement, je pense que c'est pas plus avantageux. Sur le plan économique, il faut pas se dire il faut que je me fasse éditer pour que mon livre soit plus valable, plus vu, plus voilà. Ou alors il faut aller sur une très grosse maison d'édition et encore. Parce que du coup, ça permet justement d'investir maintenant ce qu'on peut sur justement une visibilité, une ouverture qui va à terme être intéressante. Oui, alors on me demande si le pari ne vaut pas d'être pris à long terme. Oui, bien sûr, c'est là-dessus que je mise. Évidemment, c'est là-dessus que comment ? Oui, les auteurs aussi. Oui, alors je sais qu'une maison d'édition qui compte beaucoup aujourd'hui sur le marché français, dont je ne citerai pas le nom, a mis 25 ans pour arriver là où elle est. Voilà. Rédactive à 5 ans, je l'ai malheureusement créée relativement tardivement. J'ai peu de regrets dans la vie, mais là, j'aurais dû faire ça à 30 ans. Bon, c'est pas grave. Donc oui, je me dis dans 25 ans, mais
ça fait drôle de recruter des auteurs en leur disant « ouais, dans 25 ans, tu seras lu ». Alors voilà, oui, quand tu seras mort, pas de souci, hein, là, ça va être top. Donc, mais je suis convaincue qu'on y arrivera. Alors ça, parce que chaque jour, il se passe une petite étincelle, il y a un petit truc qui me conforte systématiquement dans le fait que je suis sur la bonne route. Mais ça va prendre énormément de temps, et là, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir, on va dire, 25 auteurs qui me suivent et qui ont signé pour ça. Mais est-ce que ça continuera à être le cas? Voilà, c'est un pari, vraiment. Mais c'est un pari auquel je crois. Parce que, alors, là, je rebondis du coup sur le live d'hier soir. Florian donc, a reçu dans son émission en live sur Facebook et sur YouTube des auteurs rédactifs. Bon, ce qui était exceptionnel pour moi, c'est qu'ils étaient 2. Parce que les autres sont déjà passés, mais individuellement. Là, il y en avait 2. Puis je sais pas, j'étais dans des dispositions particulières. J'ai pas regardé ce live comme je les regarde habituellement. Je l'ai trouvé d'une richesse incroyable. Alors c'était 2 auteurs très différents l'un de l'autre, hein. Patricia Howell, donc l'auteur de La Passeuse, et Manu Gros, l'auteur de Tonton. Bon, rien que les visuels, on voit très bien que ça n'a strictement rien à voir. Mais je les ai trouvés super pertinents tous les 2. Je les ai trouvés hyper cultivés. Pourtant, je les connais très bien. J'ai souvent parlé avec eux, mais là, je sais pas, ça m'a sauté aux yeux. Et vraiment, j'ai ressenti une fierté. Je me suis dit quand même, t'es forte, quoi. Enfin, t'es forte, c'est eux, mais t'es forte de les avoir repérés. Parce que vraiment, c'était, pour moi, ils n'avaient absolument pas à rougir par rapport à d'autres auteurs connus que j'ai pu entendre être interviewés. Je me suis reculée et j'ai dit, mais mince, vraiment, ils sont doués. Vraiment, ils sont bons. Donc, du coup, c'est pas possible qu'avec des auteurs comme ça, quand je dis des auteurs comme ça, je parle pas que des 2, hein, je parle de tous. Parce que tous, je les ai choisis pour une chose bien particulière, et je me dis, c'est pas possible qu'avec des noms comme ça, des plumes comme celle-ci, des idées, on n'y arrive pas. C'est pas possible. Vraiment, ça m'a percuté hier. À un moment donné, j'ai dit à mon mari, mais non, c'est pas possible. Parce qu'ils ont vraiment leur place dans le monde du livre et chez les auteurs. Et c'est moi qui les ai découverts. Donc voilà. Du coup, aujourd'hui, je me sens légitime dans mes choix. Je me sens pas légitime dans tout parce qu'il y a des choses sur lesquelles je balbutie, parce que je vais souvent plus vite que la musique, parce que pour tout un tas de raisons. Mais sur qui je choisis et pourquoi je l'ai choisi, aujourd'hui, je me sens vraiment légitime. Et je suis pas fière de tout dans ma vie, mais alors ça, vraiment, je revendique, j'assume, je suis super fière de vous. Madame Volet-Clos. Voilà. Alors, rédactive, c'est Maëlys Père, mais c'est qui aussi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, Maëlys Père, rédactive, c'est Maëlys Père. Oui, c'est Maëlys Père qui signe les papiers. Voilà. Mais alors aujourd'hui, rédactive, c'est plus tellement Maëlys Père. Alors, mon équipe, elle est constituée de... Alors, ma première collaboratrice technique, on va dire, c'est Nathalie Breul. Nathalie, j'espère que tu verras ce live. Nathalie, c'est mon bras droit. Alors, déjà, c'est la directrice du comité de lecture. Donc, tous les manuscrits passent par les mains de Nathalie. Généralement, quand elle en écarte un, il n'arrive pas jusqu'à moi. Donc, sachez que si Nathalie vous lit et que Nathalie n'aime pas, voilà, je ne saurais même pas. Non, si, parce qu'ils passent tous quand même entre mes mains au départ, mais je les lui remets très rapidement. En revanche, quand elle est touchée ou qu'il y a un potentiel, ou elle me dit lis quelques pages quand même, et voilà, en général, elle se trompe pas. Nathalie, elle fait également toutes les corrections des manuscrits, elle fait les maquettes. Donc Nathalie, aujourd'hui, elle est indispensable et incontournable dans cette maison d'édition. Ensuite, il y a Alexandra, qui est l'infographiste, donc qui réalise toutes les couvertures, donc elle se met en relation avec les auteurs, et qu'est-ce que tu veux, et comment tu le veux, etc. Et donc c'est elle qui met en forme le côté extérieur, le papier cadeau qui va autour du livre, mais qui est essentiel pour l'acte de vente.
Après, j'ai Tali. Alors, Tali qui est au départ un auteur et qui est toujours un auteur et qui sera toujours un auteur, mais qui s'investit énormément dans tout ce qui est communication. Donc, elle est très très présente, notamment sur les réseaux sociaux. Elle est comme un peu mon agent. Voilà, c'est elle qui me représente dans tout un tas d'endroits différents. C'est elle qui démarche les librairies. C'est elle qui nous trouve tous les salons. Et alors elle fait ça avec un professionnalisme incroyable, et elle est également avec Séraphine et avec Isabelle maintenant présente sur quasiment l'intégralité des salons auxquels on assiste. Et ce qui est très fort dans ma maison d'édition, je crois que c'est un truc que Flo souligne régulièrement, c'est qu'effectivement mes auteurs ne vendent pas que leurs propres livres. Où qu'ils aillent, sauf quand l'organisateur du salon exige que ce soit un salon d'auteurs, ils y vont avec l'ensemble du catalogue des éditions rédactives, et ils vendent aussi bien, si ce n'est mieux, ou en tout cas avec plus de plaisir, les ouvrages des autres que les leurs. Et d'ailleurs, première aujourd'hui, Tali dédicace les livres des autres auteurs. Voilà, ça c'est une première aujourd'hui. Voilà, donc Tali peut dédicacer pour tout le monde si vous le souhaitez. Je ne vais prendre que des auteurs qui n'existeront pas. De toute façon, Tali signera. Voilà. Après, alors, rédactif, c'est aussi tous les gens de l'ombre. Alors, les gens de l'ombre, oui, alors, ils sont de l'ombre, mais vraiment, en fait, pas du tout. C'est mon imprimeur, qui est donc l'équipe de Lionel Taès, Clip au Rove, qui sont des gens formidables, super réactifs, de super bons conseils. Enfin, hyper professionnels. Ils font des retouches quand ils se rendent compte que j'ai fait des erreurs. Quand il leur arrive à eux de faire des erreurs, parce que ça arrive à tout le monde, il y a immédiatement une remise en question, une compensation. Enfin, c'est d'une fluidité. Ce sont vraiment des gens très bien, et des gens qui sont dans l'imprimerie depuis... C'est générationnel, donc ils maîtrisent vraiment le domaine, ils sont super. Il y a les gens qui m'accompagnent sur le plan gestion et sur le plan expertise comptable. On n'en parle pas de ces gens-là, mais c'est super important. Quelqu'un qui vous tire la sonnette d'alarme en vous disant attention, là il y a un souci, ou qui vous aide à monter un dossier de subvention. Voilà, c'est pas des gens qui sont juste là pour encaisser, enfin le mien, hein, pour encaisser la facture à la fin du mois. C'est absolument pas ça. Et puis c'est tous les lecteurs qui font qu'on existe aujourd'hui, parce que j'aurais beau avoir un best-seller, si j'ai personne pour le lire derrière, il se passera rien. Et rédactive aujourd'hui, c'est surtout mes auteurs. Je prends souvent cet exemple parce qu'il m'a beaucoup touchée. Un jour, Séraphine me dit tiens, si on faisait un groupe sur Messenger avec les auteurs, voilà. Donc je lui dis oui, c'est une bonne idée. Donc elle a monté ça. Donc au début ils étaient 10, puis 15, puis 20. Et en fait, moi je suis dedans, mais j'ai absolument plus rien à y faire. Enfin, ils n'ont plus besoin de moi. Ils font leur truc entre, et moi je trouve ça génial. C'est comme alors. Ça peut-être un peu présomptueux, mais c'est comme des enfants. Au bout d'un moment, on n'a plus besoin de leur tenir la main, quoi. Ils font leur truc sans les parents, c'est ça. Et moi, je trouve ça génial, quoi. Donc voilà, sans eux, clairement... non, rédactif, c'est vraiment pas Maëlys Père. Enfin, je suis peut-être le point de jonction, quoi, le trait d'union entre tout ça. Mais une maison d'édition tout seul, puis ça n'a aucun sens. Voilà. Donc c'est tout ça. Oui, c'est la maman, j'ai plein d'enfants. Il y en a même, ils sont plus vieux que moi. Pas beaucoup. Ah oui, là, elle est sacrément recomposée. Hein. Mais en même temps, c'est une vraie famille. Et c'est étonnant, parce que moi, je les ai tous choisis, mais eux ne se sont pas choisis. Enfin, je les ai imposés les uns aux autres. Et manifestement, globalement, ça fonctionne bien, quoi. Donc, alors souvent, on m'interroge sur ma ligne éditoriale. Alors, j'ai un peu de mal à la définir, parce que ça fonctionne beaucoup au coup de cœur. Mais la ligne entre les auteurs, elle est évidente, quoi. Il y a un fil de vie qui je sais pas, c'est inné. C'est là, en tout cas. Alors, on me demande si Rédactive a pour projet de se lancer dans la jeunesse. La réponse est, Rédactive ne s'interdit pas de faire de la jeunesse,
Mais pour l'instant, Redactive n'a pas eu de coup de cœur sur un manuscrit jeunesse qu'on m'aurait adressé. On m'en a adressé certains. Alors pour la jeunesse, toute petite jeunesse, j'ai pas trouvé d'originalité par rapport à ce que je connaissais déjà. Ou alors j'avais un gros blocage sur les illustrations et l'auteur voulait absolument travailler avec cet illustrateur, donc je ne peux pas le lui enlever. Et pour les un peu plus grands, alors c'est pas la littérature que je maîtrise le plus, il faudrait peut-être que je me fasse accompagner de quelqu'un qui connaît bien. Mais il n'y a aucun moment où je me suis dit waouh, c'est celui-ci qui lancera la collection. Donc je ne me l'interdis pas du tout parce que je suis la première à dire qu'il faut initier les enfants à la lecture le plus tôt possible pour avoir une chance qu'ils développent cette passion pour plus tard. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai pas trouvé le texte qui me donne envie de me lancer dans l'aventure de la jeunesse. Donc c'est ça qui va pouvoir déclencher une nouvelle catégorie, du fantastique, du fantasy, du jeunesse, Exactement. qui te fasse lancer Oui. un nouveau... Oui, tout à fait. Ce qui me fera lancer une nouvelle collection, ce sera un coup de cœur. Un coup de cœur. Effectivement, tu citais la fantaisie, je suis absolument pas fan de fantaisie, de science-fiction, j'adhère pas, enfin non, je vais pas dire que j'adhère pas, mais je rentre pas dans ces univers-là, ça ne me plaît pas en tant que lectrice, ça, voilà. Pour autant, je sais qu'il y a des gens qui aiment, donc je vais pas les en priver, mais il va falloir me séduire. Et pour l'instant, c'est pour ça que je vais lire le livre de Karine. Voilà, je ne suis fermée a priori à rien, mais il va falloir que ça déclenche quelque chose. Voilà. Donc ça reste ouvert. Tant que Redactive est vivante, ça reste ouvert, oui. Tant que le texte séduit et que l'auteur et que tu envisages de prendre l'auteur comme enfant, ça continuera, le catalogue continuera. Oui, exactement. Tant que j'aurai des coups de cœur, et oui, le catalogue continuera à grossir. Ah oui, non, là, on a, mais ça je ne vais pas le dire parce que pour l'instant c'est confidentiel et interne à Redactive, mais on a une nouvelle collection qui devrait naître dans les mois à venir. Mais pour ce qui est des collections d'ores et déjà existantes, elles vont vraiment s'étoffer dans les mois à venir. Là, il y a il y a quand même un certain nombre de publications qui sont prévues jusqu'à fin 2023, donc le catalogue va beaucoup évoluer. Donc il va grandir au moins jusqu'à fin 2023. Après, chaque année, c'est une nouvelle découverte. Pour des gens qui veulent proposer justement des textes à aujourd'hui, combien de temps on attend, enfin, qu'est-ce qu'ils peuvent, en admettant que le texte plaise, comment ça se passe en processus? Alors, ouais. Qu'est-ce que je peux espérer? Alors, les personnes qui me proposent des textes aujourd'hui, je les alerte que le catalogue est définitivement plein pour 2023 et qu'il est vraiment en passe de l'être pour 2024. Donc, elles peuvent me proposer des textes. S'ils sont publiés chez Redactive, vraisemblablement, ce ne sera pas avant fin 2024, début 2025. Sauf si, tout d'un coup, je découvrais quelque chose où vraiment je me dis « oulala, c'est ça qui va nous sauver des eaux. Bon, dans ce cas-là, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Les délais de lecture, il faut bien compter 2 mois. Alors, surtout si le livre passe entre mes mains. Nathalie lit très rapidement. Donc c'est pas Nathalie qui bloque, elle va être capable de lire 5 manuscrits par semaine quasiment sans problème. Moi par contre, une fois qu'elle m'envoie un manuscrit, je peux mettre 1 mois ou 2 mois pour le lire derrière parce que, alors non pas que Nathalie ait du temps à revendre, hein, on a une organisation différente, mais pour moi c'est plus long. Voilà. Donc comptez un délai de 2 mois. Tu en reçois beaucoup? Je reçois 4 ou 5 manuscrits par semaine. Ouais. Je reçois 4 ou 5 manuscrits par semaine, mais je reçois facilement une dizaine de demandes. Sauf qu'il y a une majorité des gens, quand je leur dis le catalogue est plein, ils n'envoient pas. Voilà. Donc oui, pour moi ça c'est un signe aussi. Alors, je vais mettre un bémol à ce que j'allais dire. C'est un signe aussi que la maison d'édition commence à attirer. Parce que, alors, il y a des gens, pour l'avoir fait moi-même dans une ancienne vie, ils veulent publier un livre, ils vont juste sur Internet, ils prennent par ordre alphabétique, ils envoient à toutes les maisons d'édition. Mais ça, ils pouvaient le faire avec moi dès le début.
Et c'est pas le cas. C'est-à-dire que plus les années passent et plus j'ai des manuscrits qui arrivent en masse dans la maison d'édition. Donc je pense qu'il commence à se passer un petit quelque chose. J'ai cette impression. Après, comme évidemment les auteurs me vendent et me survendent, je pense qu'il y a des gens qui fantasment un peu rédactive. C'est pour ça aussi que je tiens à ramener à des considérations un peu bassement financières. C'est-à-dire que oui, rédactif, c'est super chouette, c'est une super ambiance, on a vraiment, enfin voilà, on a envie, on fait du bon boulot, mais c'est pas que du rêve non plus. Et surtout, je peux pas publier tout le monde. D'abord parce que je veux choisir et que c'est pour moi le vrai privilège pour un auteur d'être édité, c'est de pouvoir se dire j'ai été choisi. Donc si je choisis tout le monde, je choisis plus personne. Donc ça n'a plus de sens. Et puis parce que de toute façon, financièrement, je vais pas publier 50 bouquins par an, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. J'adorerais, hein, mais c'est pas possible. Pour l'instant, exactement. Avez-vous d'autres questions, messieurs, dames? Je ne publie pas de guide touristique. Oui, alors ça, je ne me suis pas posé la question du tout. Moi, j'ai une question. Oui. Très plus générale. Oui. Qu'est-ce que tu penses du monde de l'édition si tu le projetais dans 10 ans, 20 ans, même si c'est pas rédactif forcément. Ouais. Comment tu penses que le monde de l'édition va évoluer avec ce qui se passe, c'est-à-dire de plus en plus de livres, de choix, le numérique qui arrive, etc. Est-ce que toi tu t'es projeté dans des années pour savoir ce qui pourrait devenir le monde de l'édition et les gens qui pourraient rester en mode compétitif? C'est une question très large. Ouais, oui. Alors, on me demande comment je me projette dans le monde de l'édition de demain et à quoi je pense qu'il va ressembler, en fait. Je pense que le monde de l'édition, comme le monde en général, est en crise. Et que, comme chaque crise, il va aider à faire une sorte de tri. Je pense qu'on va en ressortir grandi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que c'est un monde où les lecteurs sont perdus entre les grands éditeurs, les petits éditeurs, les éditeurs à compte d'auteur, les auto-édités, que tout se mélange dans une espèce de soupe où il y a à boire et à manger et où les gens ne savent plus à quel sein se vouer. C'est là où je pense que des petites maisons d'édition comme Rédactive ont un rôle à jouer. Parce que je pense qu'à un moment donné, elles vont se détacher de cette espèce de magma. De magma. Je suis intimement convaincue que l'édition n'est pas morte, que le livre n'est pas mort et ne le sera jamais. Mais je pense qu'il faut qu'on sorte et par le haut de cette espèce de magma, mais qui n'est pas lié qu'au monde du livre. Je pense que dans la musique c'est pareil, et puis dans plein de domaines qui sont pas culturels. Je pense vraiment qu'on est en pleine crise et que le tri va se faire de lui-même. Voilà. Je pense que le tri va se faire par lui-même parce que je pense qu'à un moment donné, les gens vont avoir besoin de retourner vers des valeurs, vers des essentiels. Ils vont avoir besoin à nouveau de cadres, parce que là, les cadres sont en train d'exploser. De toute façon, pour moi, l'histoire de l'humanité, c'est ça. Hein. On se met des cadres et puis on les fait exploser, puis on en remet d'autres, et voilà. Donc, il va falloir en retrouver. Alors, l'idéal, ce serait peut-être qu'ils soient moins contraignants, moins liberticides que d'autres. Mais je pense qu'on va les retrouver et que c'est dans ce moment-là que les maisons d'édition qui tiennent la route, et j'ai la prétention de croire qu'on tient la route, feront la différence. Voilà. Après, on ne sera pas les seuls, et heureusement, et loin de moi cette pensée, mais je pense que voilà, les choses vont se recentrer d'elles-mêmes correctement. Il faut juste, avec des gros guillemets à juste, traverser tout ça, quoi. Traverser la vague et tenir le cap, et j'espère que ce ne sera pas un naufrage.
Voilà, mais je ne suis pas inquiète globalement pour le monde du livre. Non, pas du tout. Pas du tout. Le numérique, ou ça restera du papier, comme tu vois, c'est pareil. Alors le numérique, j'arrive pas bien à me prononcer. Peut-être je suis réac et vieille et moi j'y arrive pas. Le numérique, lire un livre sur une tablette, voilà, j'y arrive pas. Je suis très attachée au papier. Je fais attention de travailler avec un imprimeur qui ne travaille que sur du papier recyclé parce qu'évidemment je suis bien consciente des aspects durables et écologiques, etc. Et que je n'ai pas l'intention de détruire l'Amazonie pour faire sortir des bouquins. Maintenant, je comprends que la numérisation, ce sont des actes qui sont assez impactants aussi en termes de carbone. Donc aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'une solution, sur le plan écologique, qu'une solution soit meilleure que l'autre. Rédactive, le numérique, ça ne fonctionne pas plus que ça. Alors après, je le mets pas en avant plus que ça non plus. Peut-être que si je faisais des actions commerciales sur le numérique, ça fonctionnerait mieux. Aujourd'hui, je le fais pas, et par manque de temps, et par choix. J'allais dire j'y crois pas, en même temps c'est complètement paradoxal de dire ça à l'heure où le multimédia, le numérique, enfin, c'est effectivement, manifestement, c'est l'avenir, mais j'ai envie de me dire que le livre restera comme une espèce d'impondérable, d'intemporel, quelque chose qui traversera toutes les époques et qui viendra nous rappeler comment c'était avant. Voilà. Donc le numérique, il faudrait que je prenne le temps d'explorer la question. Je ne suis pas suffisamment renseignée sur le domaine et comme ça ne me parle pas, c'est vrai que ce n'est pas le premier chantier sur lequel j'ai réfléchi et j'en suis toujours là. Et l'audiobook? Et l'audiobook, alors on en parlait tout à l'heure, l'audiobook c'est quelque chose à quoi je pense depuis assez longtemps. Parce que je trouverais ça dommage que des personnes malvoyantes ou non-voyantes n'aient pas accès à la lecture. Alors même s'il y a le braille, mais alors après c'est pas vrai, il faut le faire traduire entre guillemets en braille et c'est remplacer un problème par un autre. Après je pense aussi à toutes les personnes dont je fais partie qui vont écouter de la lecture en voiture ou en courant. Enfin, je pense qu'il y a plein de moments entre guillemets perdus où on pourrait s'enrichir en découvrant des bouquins. Donc ça, c'est quelque chose qui me séduit assez. Ce qui me freine complètement, c'est le coût. Mais effectivement, alors ça aussi, c'est un truc qui m'a frappée depuis qu'il y a Marie Mérand dans les lives. Je trouve qu'elle met en valeur les textes, mais moi j'ai l'impression de les redécouvrir à chaque fois. Je veux dire, même le bouquin de Thalie la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus. Enfin, Thalie, c'est pas un bouquin poétique, c'est pas du tout ce côté-là qui est prépondérant. C'est pas pour ça qu'on choisit ce bouquin-là. Et ben quand j'ai entendu Marie le lire, je me suis dit waouh. Je me suis dit waouh sur le bouquin de Patricia Oelier aussi, alors que c'est pas censé être de la littérature, c'est du développement personnel, c'est pas la forme qui est tellement importante, c'est surtout le message. Et ben ça rendait super bien. Donc oui, l'audio, c'est un truc qui me branche. Ça me parle, je pense que c'est intelligent, je pense qu'il y a un vrai public et une vraie utilité. Mais c'est toujours pareil, aujourd'hui j'ai pas les moyens et je veux pas faire de l'audiobook lu par mes auteurs qui ne sont pas des professionnels de la lecture. J'aimerais effectivement des comédiens. Enfin, si je devais faire ça, il faudrait que ce soit vraiment un produit de qualité. Et puis, faire de l'audiobook sans avoir de distribution, de diffusion, je pense que c'est un gouffre. Donc, mais pour le coup, ça me parle beaucoup plus que le numérique. Voilà, parce que je vois vraiment un public qui n'a pas accès aux livres et qui pourrait accéder à la lecture par ce biais-là. Alors que un gamin, qu'il ait un téléphone portable ou pas, il peut accéder aux livres. C'est pas un gamin ou pas un gamin d'ailleurs, parce que maintenant ça fait longtemps que les premiers gamins qui ont eu les téléphones sont devenus des adultes et voilà. Voilà, messieurs, dames. Vous êtes comblés? Ben, moi aussi. Et ben, merci pour cet agréable moment. Merci Florian pour la logistique. Merci Dominique. Merci à mon nombreux public qui m'a beaucoup encouragée. Et j'ai été absolument ravie. Et merci à Sandrine et merci à tout le personnel.
personnel du Centre culturel pour leur accueil et leur disponibilité. Bonne soirée à tous.